Plus de 140 millions de personnes se sont rendues aux urnes cette semaine au Brésil alors que le pays est en pleine élection présidentielle. Dilma Rousseff tem 40,68%, Aécio Neves. Après le premier tour dimanche dernier, les Brésiliens semblent partagés entre deux candidats. La présidente actuelle, Dilma Rousseff, s'engage à étendre les programmes sociaux qui ont permis à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté sous sa présidence. A presidência da República não é o melhor lugar para alguém aprender a governar. É o que estou oferecendo ao Brasil. De son côté, le candidat socio-démocrate Aécio Neves promet de combattre la corruption et de relancer l'économie stagnante du Brésil. L'avenir du Brésil, le pays qui accueillera les Jeux Olympiques dans seulement 2 ans, pourrait bien se décider la semaine prochaine lorsque les électeurs feront leur dernier choix. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène au Brésil. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus. Et on va ouvrir cette édition en parlant, vous le savez, du premier tour des élections qui se sont tenues dimanche dernier. Pour ce faire, on rejoint à Rio de Janeiro Aglaé de Chalut. Bonjour Aglaé, vous êtes journaliste sur place. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Merci, bonjour Nathalie. Alors, en appelant au second tour Dilma Rousseff, Aécio Neves, est-ce que les Brésiliens finalement ont fait le choix de la sécurité, ont montré une volonté de continuité ? Alors oui, effectivement, je pense qu'on peut dire que les Brésiliens ont opté pour la sécurité. C'est vrai que ce n'était pas du tout le scénario auquel on s'attendait encore en début de semaine dernière, puisqu'on pensait que Marina Silva passerait le premier tour, parce que Marina Silva, elle représentait la troisième voie, une troisième voie possible entre la gauche au pouvoir, représentée par Dilma Rousseff, et l'opposition, la droite, représentée par Aécio Neves. Et donc Marina Silva, elle s'est placée un petit peu au-dessus de tout ça. Elle voulait incarner le changement, l'espoir, une nouvelle politique, comme elle disait. Et finalement, au terme de cette campagne, les Brésiliens ont plébiscité les forces politiques traditionnelles, donc la gauche et la droite. Et puis, c'est vrai qu'Aécio Neves, c'est un pur produit de l'élite brésilienne. Il est le petit-fils d'un ex-président du Brésil. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a un repli vers ce qu'ils ont considéré comme un choix de sécurité, parce que premièrement, Marina Silva, elle avait une position un petit peu floue. Finalement, on n'arrivait pas tellement à la cerner. Je pense que les Brésiliens ont fait ce choix raisonné parce qu'ils n'arrivaient pas finalement à positionner Marina Silva. Et il faut savoir aussi que la situation économique ici, elle n'est pas au beau fixe, puisque la croissance est à plat, est en panne depuis plusieurs années. Il y a de l'inflation, donc les Brésiliens le ressentent dans leur porte-monnaie. Et du coup, je pense qu'ils ont aussi voulu voter pour des experts, des gens qui ont l'expérience du pouvoir. Alors justement, la lutte contre la corruption, elle reste tout de même au premier rang des préoccupations des Brésiliens. Qu'est-ce qui explique dans un tel contexte la longévité, la résistance politique de Dilma Rousseff ? Oui, alors effectivement, clairement, la corruption, ça a été un des thèmes centraux de cette campagne, notamment après le scandale Petrobras qui a éclaté début septembre et qui a éclaboussé tout le PT, tout le Parti des travailleurs, le parti de Dilma Rousseff. Et la corruption, ça a été aussi une des raisons qui avait poussé les Brésiliens à descendre dans la rue en 2013. Mais je pense que si les Brésiliens ont quand même plébiscité, entre guillemets, Dilma Rousseff, puisqu'elle a quand même obtenu 40% des voix dans ce premier tour, c'est parce que, premièrement, elle n'était jamais impliquée directement, elle, en tant que présidente, dans ces scandales, sauf une fois, sauf dans un des scandales qui n'est pas le plus important. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une sorte de fatalisme face à la corruption des Brésiliens, parce que pour eux, ce qu'ils me disent, c'est que la corruption, c'est quelque chose qui touche tout le monde, partout, à tous les niveaux, et tous les partis finalement. Et puis il faut rappeler que le candidat de droite Aécio Neves, il est touché actuellement par un scandale de corruption dans son état, le Minas Gerais. Je pense que les Brésiliens finalement, ils ont voté par élimination, et que parmi les 11 candidats, il n'y en a pas vraiment qu'ils trouvaient incorruptibles. Merci Aglaé pour ces explications depuis Rio de Janeiro.
Allez, on reste à Rio. La ville accueillera les Jeux Olympiques de 2016. Alors ça en fait jaser plus d'un, surtout après le mondial de football de cet été. La préparation des Jeux progresse, mais le calendrier est serré. C'est en tout cas ce qu'estime le Comité international olympique à l'issue d'une visite dans la ville brésilienne. Alors lumière donc sur l'organisation de ces Jeux avec le plus influent des Israéliens sur la scène sportive internationale, Alex Giladi. Il est entre autres membre du Comité international olympique et il est avec nous lui aussi depuis Rio de Janeiro. Bonjour Alex, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors la grande question aujourd'hui, Rio sera-t-elle prête pour les JO de 2016 ? Ah bien, vous savez que tout soit prêt ou pas, les Jeux auront lieu. Ah oui, the show must go on. Alors, est-ce qu'il y a des leçons que les organisateurs peuvent tirer de la Coupe du Monde et qui devront être mises en place lors des... World Cup Soccer and the Olympics are the two biggest media events on the planet. La Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques sont les deux événements médiatiques les plus importants du monde. Mais c'est la seule chose commune entre les deux. Le mondial, c'est 120 heures de foot, 64 matchs de football. Les Jeux Olympiques, c'est 5500 heures de sport. Dans la Coupe du Monde, il y a 900 sportifs. Et dans les JO, il y a 10 500 athlètes. La Coupe du Monde, c'est un seul sport. Les JO comprennent 28 sports différents. Le mondial s'est déroulé sur 12 terrains. Ici, nous allons avoir 47 stades et terrains différents dans une seule ville. Donc on ne peut pas comparer, mais les deux sont des grands événements. Alors oui, ça fait beaucoup de chiffres. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que ce sont deux événements d'ampleur internationale en l'espace de 2 ans. Quel impact ça a sur l'économie nationale ? On peut mesurer cela par plusieurs choses, mais Rio voulait les JO. Pas forcément à cause de l'économie. Rio de Janeiro voulait un grand investissement dans leurs infrastructures, puisque les Jeux auront principalement lieu dans un nouveau quartier qui s'appelle Barra. Barra comprend aujourd'hui 1 million de personnes, mais dans quelques années, il y aura là-bas 4 millions d'habitants. Et il faut donc développer ce quartier, créer des routes, des égouts, des hôtels, ce qui élèvera Rio au niveau international. Donc c'est pour cela que la ville a besoin des JO. Pour que d'ici 2016, il y ait de nouvelles routes et même un nouvel aéroport, tout cela servira Rio pour au moins 50 ou 60 ans après les JO. Allez, une question un peu plus personnelle à présent, Alex Giladi. Qu'est-ce qui vous amène à Rio ? Qu'est-ce qui occupe votre temps en ce moment ? Alors cette semaine, la commission de coordination du Comité international olympique est venue ici pour voir comment Rio progresse. Je suis un membre de ce comité et j'avais appris que le Maccabi Tel Aviv de basket allait aussi venir jouer ici. Alors évidemment, je suis venu voir le match. Ben voilà, alors on attend votre retour en Israël. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quoi de neuf au pays de la samba et du ballon rond ? C'est l'heure de faire le point en images et en bref. Le Centre de recherche spatiale du Brésil a officiellement confirmé que la déforestation de l'Amazonie était à la hausse au cours de l'an passé. Près de 6000 km² de forêt dans l'Amazonie brésilienne ont été rasés entre août 2012 et juillet 2013. Ce chiffre représente une hausse de 29% comparée à l'année précédente. Le Brésil a récemment demandé à acheter 3 hélicoptères de type Black Hawks aux États-Unis. Les hélicoptères et leur équipement coûteront près de 145 millions de dollars au Brésil. Le pays a dit en avoir besoin pour des opérations de secours, mais aussi pour des affaires de sécurité intérieure. Plus de 400 milliards de dollars d'argent sale liés à des activités illégales ont quitté le Brésil entre 1960 et 2012. Selon une étude récente, ces flux financiers illicites ont sérieusement affaibli l'économie du pays en la privant de milliards de dollars chaque année. Des fonds qui auraient autrement pu contribuer à la croissance économique du pays. L'approvisionnement de café brésilien est en sérieux déclin à la suite de la sécheresse que le pays a connue au début de l'année de récolte. Les experts estiment que la pénurie provenant du premier producteur mondial de café engendrera une pénurie mondiale et une hausse du prix du produit.
La star du football brésilien, Pelé, a inauguré le premier terrain de football à produire de l'électricité grâce au mouvement de ses joueurs. La technologie a été dévoilée dans une favela à Rio de Janeiro. L'électricité produite par l'énergie des joueurs alimente les projecteurs du terrain pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité le soir. Et pour la première fois cette année, le Brésil dépasse les États-Unis dans le nombre d'opérations esthétiques réalisées. Avec moins de 3% de la population mondiale, le Brésil réalise donc 13% des opérations esthétiques faites dans le monde, et c'est pour les chiffres de l'an dernier. Un véritable phénomène de société donc, puisque ça veut dire que 500 000 poitrines ont été retouchées l'an dernier et 130 000 ventres retendus dans le pays de la samba. Rien que ça, on va en parler avec Nimrod Friedman, chirurgien plasticien. Nimrod Friedman, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors comment ça se fait, nous on a l'image des Brésiliens et Brésiliennes tellement flatteuses? Oui, en fait, les Brésiliens et surtout les Brésiliennes font très attention à l'esthétique. On le voit sur la plage, on le voit dans les fêtes de samba et surtout au carnaval. Ce sont de grands adeptes d'opérations esthétiques, ce qui n'est pas forcément compatible avec leurs moyens financiers. Après tout, le Brésil n'est pas un pays riche comme les États-Unis et pourtant, les gens économisent pour améliorer leur apparence physique. On parle beaucoup des relations entre Israël et le Brésil au niveau médical. Quelles sont sur ce terrain-là les relations entre les deux pays? Lorsqu'on parle de chirurgie esthétique, la coopération passe souvent par des conférences et des visites de chirurgiens. Beaucoup de chirurgiens brésiliens viennent chez nous. J'ai été moi-même invité au Brésil pour donner une conférence là-bas. En chirurgie plastique, chacun veut partager ses connaissances et ses inventions avec d'autres médecins. C'est comme ça que l'on transmet son savoir-faire. L'Union des chirurgiens esthétiques au Brésil m'a invité pour parler d'implants mammaires, d'autres formes d'implants, de correction d'asymétrie et aussi d'injections anti-rides. Et puis l'un des domaines qui se développe beaucoup en ce moment au Brésil, mais aussi ici en Israël, c'est la chirurgie esthétique pour les hommes. De plus en plus d'hommes font des opérations pour le ventre et la poitrine. Beaucoup d'hommes veulent la fameuse tablette de chocolat sur le ventre et n'arrivent pas à l'avoir avec du sport et un régime, alors ils se tournent vers la chirurgie esthétique. Et oui, puisque tout est toujours question d'harmonie. Tout est une question d'harmonie. Merci beaucoup, docteur Nimrod Friedman. On se rencontrera peut-être bientôt, qui sait, il ne faut jamais dire jamais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Nathalie. Et c'est l'heure à présent de parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est Laura Duhamel qui s'y colle. Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Alors on va parler d'un véritable choc pour les Brésiliens et le mot est choisi. Il s'agit de l'annonce par Google de la fermeture officielle d'Orkut, un réseau très populaire. Oui, alors ce 30 septembre a été un vrai jour de deuil pour les internautes brésiliens qui perdent définitivement Orkut. Alors Orkut, c'est un réseau social créé en 2004 et qui, c'est vrai, n'avait pas vraiment réussi à percer dans le monde, sauf au Brésil qui était un peu comme le village des irréductibles face à Facebook. Et c'est un fait, Orkut a marqué l'histoire du web au Brésil à tel point, Nathalie, que la légende dit que les Brésiliens ouvraient d'abord un profil sur Orkut pour leur enfant avant de déclarer sa naissance. Ah bah oui, rien que ça. Bon, bah alors concrètement, c'est quoi Orkut ? Alors Orkut, c'est un projet imaginé par un étudiant turc, d'où il puise son nom d'ailleurs. Google lance alors ce réseau social en janvier 2004, mais le mois suivant, un autre étudiant, un certain Mark Zuckerberg, lance à Harvard de Facebook dont on connaît évidemment le destin. Alors toujours est-il qu'en 2005, la version portugaise est disponible pour Orkut et que très vite, les Brésiliens préfèrent ce réseau social à Facebook. Alors en 2008, Orkut atteint son apogée au Brésil avec 40 millions de personnes connectées. Alors en ce qui concerne les fonctionnalités, elles sont assez similaires à Facebook et la question donc se pose évidemment pourquoi les Brésiliens étaient plus sur Orkut que sur Facebook. Alors selon Antonio Casilli, qui est sociologue, la raison serait avant tout culturelle et la base d'Orkut, ce sont par exemple les notations. On note ses amis, on note leur loyauté et même leur beauté. Et ce système de notation plaît particulièrement au Brésil où la société valorise énormément la compétition et la performance. Et alors il y a quelques jours, le monde s'écroule, rien ne va plus et Orkut ferme. Exactement. Ciao Orkut, c'est comme cela que Google annonce en juin la fermeture du réseau pour septembre.
Ce n'était pas une surprise. En 2011 déjà, l'Inde, qui était le second utilisateur le plus massif d'Orkut, s'en détourne. Tandis qu'au Brésil, Facebook, YouTube et Twitter commencent évidemment à lui faire sérieusement de l'ombre. Alors le verdict est donc tombé. Et depuis, les internautes brésiliens portent véritablement leur deuil sur Internet. Le hashtag #RipOrkut se propage aussitôt sur Twitter. Une pétition circule sur Havas. Elle réunit plus de 80 000 signatures, mais rien n'y a fait. Aujourd'hui, Orkut semble s'être figé dans le temps. Alors le site demeure, mais il est désormais inactif. Il ressemble à un mémorial, un vrai mémorial de l'Internet brésilien. Et c'est donc désormais sur Twitter ou sur YouTube, avec humour et nostalgie, que les internautes brésiliens se commémorent leurs 10 années passées sur Orkut. Et voilà, on se joint et on leur joint nos condoléances. Merci beaucoup, oui. Laura, d'avoir été avec nous. Vous restez en notre compagnie dans quelques instants. Je n'en vous dis pas plus, mais une petite surprise vous attend. Ah. Et on ne pouvait pas vous parler de Brésil sans vous offrir une petite surprise après avoir fait du sport. Parler de politique après être passé aussi par les mains de la chirurgie. Je vous invite à présent à enfiler votre boa, votre truc en plume et tout ce qui va avec et à vous mettre à l'heure de la samba grâce aux danseuses de la troupe Marengo. On rejoint Noy et Lina. Bonjour, hello. So where does it come from? D'où ça vient la samba? It came from the black people in Africa and it's developed in Brazil. So. Et voilà, ça vient des Noirs d'Afrique et ça a été développé au Brésil. Can you show me the steps, please? Yes, of course. Et voilà, restez focus